chemin à bicyclette. Salut Emmanuel, Bonjour Étienne. comment vas-tu? Bah écoute, pas mal, c'est la rentrée en pleine forme. Eh ouais, 1er septembre, première intervention de la bicyclette sur ce thème de la prévention qui te tient à cœur, évidemment, à travers l'initiative que tu lances en 2008, une start-up. En 2018. En 2018. 2018, le temps passe vite. En 2018, donc une jeune start-up d'un seul geste qui œuvre évidemment dans l'univers de la prévention. Alors la prévention, on pourrait mettre pas mal de choses, hein, anticipation, prévention, mais là c'est dans le domaine de la santé que d'un seul geste intervient aux côtés des entreprises, puisqu'il s'agit de pouvoir démocratiser les bonnes pratiques en matière de santé. Alors juste pour commencer cette interview, Emmanuel, on dit souvent dans l'univers du business, ouais mais ça va, on relativise, nous on n'est pas là pour sauver des vies. Et ben vous êtes là pour sauver des vies chez un seul geste. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la start-up? Ouais, avec plaisir. Bah, l'histoire, elle est assez simple en fait. Moi, alors, c'est ma deuxième création de start-up. J'avais monté une première start-up en 2007 pour aider les intermittents du spectacle à trouver plus facilement de l'emploi. Donc, c'était un job board comme LinkedIn, voilà, et puis des rencontres réelles avec Ouais. des job meetings aussi. Ça a marché bien. On avait 10 000 inscrits sur la plateforme. Il y a des gens qui trouvaient du job, des projets de films qui sont nés de cette initiative. Mais j'ai jamais vraiment réussi à trouver un bon business model. Donc, à un moment, ça s'est arrêté. Et puis, j'ai repris un job salarié, voilà. J'avais envie de repartir sur une aventure entrepreneuriale parce que quand on a goûté une fois à l'entrepreneuriat, on prend un peu le virus. Et j'avais envie de repartir sur un projet autour de l'humain, de la formation, voilà. Et puis, un jour, je suis tombé tout simplement sur les chiffres de la formation, ou plutôt de la non-formation des Français aux gestes de premier secours. Donc, en gros, il faut savoir qu'en France, on a 50 000 personnes qui font un arrêt cardiaque chaque année, et le taux de survie, c'est 5% chez nous, alors que la même personne qui fait un arrêt cardiaque à New York, elle a 20% de chance de survie, et si elle le fait à Oslo, c'est 40%. Et pourquoi des écarts aussi incroyables? C'est juste que chez nous en France, personne n'est formé à faire les bons gestes en cas d'urgence. On est 20% des Français à être formés. Chez nos voisins européens, Autriche, Allemagne, UK, on est à 80% des citoyens formés. Et puis dans les pays nordiques, Norvège, Suède, on est à 90-95% de la population formée. Là-bas, c'est dingue, mais on apprend à marcher et à masser, en gros. C'est à peine une caricature. Ouais. Et donc, je me suis... Comment ça s'explique qu'en France, on n'est pas suffisamment formé, jusqu'à présent du moins? En fait, il y a plein d'explications. Déjà, culturellement, nous, on a plutôt tendance à appeler les secours et puis à attendre l'arrivée des professionnels et à les laisser faire parce qu'on va pas oser agir. Bon, il faut savoir que c'est une mauvaise idée parce que, par exemple, si on continue sur l'arrêt cardiaque, mais en cas d'arrêt cardiaque, en fait, au bout de 4 minutes, on a des lésions irréversibles sur le cerveau. Ouais. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que dès les premières minutes de l'arrêt cardiaque, il faut absolument faire une chose très simple, c'est masser. Voilà. Ça peut paraître un peu dur à imaginer, on se projette mal le faire, mais en fait, c'est hyper simple. Et le mieux, c'est de s'être entraîné à l'avance, c'est d'avoir pu le faire à l'avance. Voilà. Et Donc c'est d'une certaine manière, excuse-moi Emmanuel, c'est un peu de la prévention de la prévention. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un double niveau de prévention. Il y a la formation et ensuite prévenir l'arrivée des secours. Ouais, on est exactement. En fait, on est dans quelque chose où on doit, où le citoyen doit être acteur. En fait, on ne doit pas s'appuyer sur les autres. On doit y aller nous-mêmes. Et effectivement, souvent, on va faire de la prévention pour diminuer ses risques à soi dans son travail, pour sa santé. Là, en fait, on va apprendre à diminuer les risques pour les autres. Donc, c'est assez beau, en fait, aussi. Mmh. Et en fait, donc on n'a pas cette culture en France. Et puis, c'est pas vraiment obligatoire en France. Enfin, jusqu'à maintenant, ça ne l'était pas vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, en Suisse ou en Autriche ou en Allemagne, pour passer son permis de conduire, il faut avoir fait une formation secourisme.
On n'a pas le droit de conduire si on ne sait pas faire ces gestes. Voilà. En France jusqu'à maintenant, en fait, il n'y avait pas de moment obligatoire dans sa vie, dans son parcours de citoyen. Voilà. On pouvait le voir vaguement lors de la journée d'appel de préparation à la défense. Voilà. Alors là, il faut savoir que on est dans un élan par rapport à ça. Il y a le gouvernement qui a mis un objectif très fort, hein, c'est d'arriver à 80% des Français formés d'ici 2027. Et il y a 3 grandes... Ok, comme chez les Nordiques. Comme chez les Nordiques, ouais, exactement. Je dis comme chez les Nordiques. Ouais. Comme sur les bons standards européens, exactement. Et donc, il y a 3 grandes mesures phares qui ont été adoptées. La première, c'est le renforcement de la formation à l'école. Donc, normalement, d'ici, dans les années qui viennent, tous les élèves devraient être formés en classe de 3e. Je crois qu'on est à peu près à 1 élève sur 2 pour le moment formé. Donc voilà, normalement, on devrait former 100% des classes d'âge en classe de 3e. Et puis ensuite, il y a tous les fonctionnaires qui sont en train d'être formés dans les 3 fonctions publiques. Donc ça a démarré en 2018 et voilà, c'est devenu obligatoire pour les fonctionnaires. C'est en train de se mettre en place. Et enfin, 3e mesure qui est arrivée au mois d'avril, la formation elle est devenue obligatoire avant le départ à la retraite. Donc l'employeur doit former ses salariés avant qu'ils partent à la retraite. Donc là, on a un cadre qui est en train de changer. Et du coup, voilà, moi j'ai voulu tout simplement apporter en fait de l'innovation dans les formations aux gestes de premier secours parce qu'elles n'ont pas bougé depuis 20 ans, parce que la dernière innovation sur ce sujet c'était la création du mannequin de secourisme pour apprendre à faire un massage cardiaque, mais au final on est sur des formations qui ne sont pas facilement accessibles pour chacun. C'est des formations longues qui durent 1 ou 2 journées. Donc, il faut pouvoir se bloquer du temps. Ce n'est pas facile à titre personnel. C'est encore plus difficile dans le cadre professionnel. Donc, il y a peu de gens qui sont formés chaque année. Donc, voilà, moi, j'ai voulu créer des formations plus courtes tout en restant très efficace et en utilisant les nouvelles technologies. Donc, voilà, c'est parti de là l'aventure. C'est une très, très belle aventure. Plein de choses à dire, j'imagine, autour de cela, mais je voudrais revenir peut-être sur la dimension techno avec le casque de réalité virtuelle. Je crois que c'est un élément central du dispositif d'un seul geste, c'est-à-dire que Tout à fait. chaque apprenant, je ne sais pas comment on les appelle, stagiaires. Apprenant, oui, très bien. Ouais, chaque apprenant va être équipé d'un casque de réalité virtuelle, donc on va l'immerger dans un monde virtuel, on n'est pas sur la réalité augmentée, c'est virtuel, et tout ceci sera couplé au fameux mannequin dont tu parlais, Emmanuel, pour pouvoir créer une mise en situation avec, j'imagine, tout un univers autour du mannequin qui sera représenté lui-même dans le monde virtuel. En quoi, ma question c'est la suivante, Emmanuel, en quoi est-ce que l'utilisation de la technologie de réalité virtuelle favorise la mémorisation des bons gestes, parce que je crois que c'est un élément important, ça. Ouais, exactement. Excellente question. En fait, quand on suit une formation classique, on dit qu'on retient 15 à 20% de ce qu'on a appris. Mais dans le cadre des formations secourisme, comme on ne pratique pas derrière, on oublie vraiment beaucoup de choses. Et le jour où il faut passer à l'action, on n'est pas vraiment préparé. On a retenu qu'on a massé un mannequin en plastique au milieu de ses collègues, et puis on va essayer de se rappeler ce qu'a dit le formateur. Mais honnêtement, quand on est face à une situation d'urgence, il faut aller vite, on est choqué et on perd ses moyens. Donc, on a voulu là-dessus utiliser la réalité virtuelle parce que quand on est en formation en réalité virtuelle, eh bien en fait, ce que le cerveau enregistre, il pense que c'est la réalité et que c'est vraiment ce qu'on est en train de vivre. Donc par exemple, à un moment... D'accord. Donc le pouls va s'accélérer, on va avoir du stress supplémentaire. Ouais, tout à fait. À la fin de la formation, quand les apprenants enlèvent le casque de réalité virtuelle, ils ont transpiré, ils sont émus. On voit qu'ils ont vécu une vraie situation d'urgence, une vraie aventure en fait. Et là-dessus, on mobilise les émotions, on mobilise les sens, et du coup, c'est la zone des émotions du cerveau qui va enregistrer tout ça. Et il faut savoir que c'est une des mémoires, c'est la mémoire la plus durable. Et donc, le jour où les personnes qu'on a formées vont être confrontées à une situation d'urgence, le cerveau va se rappeler que en fait cette situation a déjà été vécue, que ça s'est bien passé, qu'on avait fait les bons gestes et que à la fin les pompiers nous avaient félicités. Et du coup on va reproduire. Et je dis pas que ça va être facile, ça sera jamais facile, mais ça sera plus facile de passer à l'action. Et en fait notre formation, elle a vraiment été faite pour ça, pour apprendre les gestes, oui, mais surtout pour pousser les gens et les préparer à passer à l'action. Voilà. Et
tout le potentiel de la réalité virtuelle est vraiment utilisé. En fait, on parle même de réalité virtuelle mixte, puisque comme tu l'as dit, le mannequin est connecté au Ouais. casque. Et donc, par exemple, quand on apprend le massage cardiaque, eh ben, on a des capteurs dans le mannequin qui renvoient de la donnée. Donc, visuellement, on a l'info qui Hmm. s'affiche et on peut auto-améliorer sa pratique du massage, par exemple. D'accord. Ok. Il y a comme un espèce de tableau de bord finalement Ouais, de l'impact exactement. de nos gestes sur le mannequin en temps réel. Tout à fait. Super intéressant, ça donne vraiment envie d'essayer, enfin, dans un scénario fictif évidemment, pour être prêt dans la vraie vie. J'ai vu sur ton site, qui est très bien fait d'ailleurs, Emmanuel, que voilà, les clients, ce sont aussi beaucoup de DRH de l'univers professionnel, B2B, donc qui souhaitent prodiguer, je dirais, ces bonnes pratiques à leurs équipes. Euh, J'essaye de m'imaginer à l'époque où moi aussi j'étais en entreprise, figure-toi, euh, l'ambiance qu'il pourrait y avoir dans une équipe, admettons les 20 personnes, où tu sais que chacune des 20 personnes est formée à sauver potentiellement ta vie, versus l'ambiance dans une équipe où, si le sujet arrive avec je sais pas, une crise cardiaque ou quelque chose de dramatique au sein de l'équipe, et ben, finalement il n'y a personne qui serait en mesure véritablement de prendre la situation en main. Est-ce que il y a un sentiment de fédération d'équipe plus fort une fois qu'on a suivi ce genre de formation? Alors, clairement, je pense que en fait, c'est un peu la seule formation qu'on peut faire dans l'univers professionnel où on va apprendre à prendre soin de ses collègues. Euh, on l'a, en Ouais. fait, le fait de le faire dans la même journée ensemble, tout le monde va s'en parler. Tout le monde va échanger, va débriefer, va partager son ressenti sur la formation. Et là, ce qui est génial, c'est que en plus, ça ancre encore plus la mémorisation. Parce que quand on va échanger, eh ben, on va raconter ce qu'on a vécu. Et donc finalement, en le partageant avec ses collègues, on mémorise mieux. Et puis en termes d'ambiance, c'est sûr que on sait que voilà, si un jour on a un problème, les collègues vont pouvoir agir. Voilà. Aujourd'hui, c'est un des problèmes dans les entreprises, c'est que très peu de gens sont formés. On a voilà, une personne formée par étage ou une personne formée par service. Bon, voilà, quand cette personne elle est en télétravail, qu'est-ce qui se passe si il y a une urgence vitale sur le plateau? Voilà. Mm. Si Ouais, ou si cette personne est concernée elle-même par l'urgence en question. exactement, tout à fait. Statistiquement, c'est fort possible. Donc voilà. Donc le fait que tout le monde soit formé, je pense que ouais, ça renforce les liens entre les gens d'une même équipe. Et puis ça montre que on est tourné vers les autres, qu'on est ok pour s'occuper d'eux si un jour ils en ont besoin. Donc ouais, ça, je pense que c'est important. Ça soude une équipe aussi. Alors toi-même, qui est une personnalité, on l'a compris, hein, tournée vers les autres, à travers ce que tu nous racontes, aussi à travers ton parcours, cette première expérience professionnelle euh, qui était tournée vers les autres, hein, vers en tout cas l'intermittent du spectacle, tout ce secteur qui a besoin de soutien. Cette initiative, si j'ai bien compris, à l'époque, 2007, si j'ai bonne mémoire, C'est ça. n'a pas rencontré son business model, raison pour laquelle l'initiative s'est arrêtée. Aujourd'hui, on a compris que c'est le geste est dans les rails de ce point de vue-là. Ma question, peut-être pour clore cette émission, c'est toujours trop court, hein, désolé Emmanuel, c'est toi qui as un parcours riche en rebondissements entrepreneuriaux, est-ce que vraiment la capacité de se projeter sur un business model est fondamentale pour viabiliser un projet? Ou est-ce qu'on peut finalement trouver des poches de croissance en cours de route? Alors, moi, j'y crois pas. Je pense que, enfin, ou en tout cas, c'est pas à la portée de tout le monde. Je pense que pour la plupart des gens qui vont entreprendre ou des entrepreneurs, on a tous une idée de départ ou plein d'idées de départ. Il faut arriver à pouvoir faire le filtre dans ces idées. Et une des façons, voire la meilleure de faire le filtre, c'est d'aller se confronter au marché avant même de lancer l'activité et d'aller vendre son projet. C'est ce que j'ai fait pour d'un seul geste, d'aller vendre son projet. Donc moi, je suis allé voir des DRH, des responsables formation, et je leur ai dit ce que j'allais faire. Et je leur ai dit, est-ce que vous l'achetez? Est-ce que ça correspond à un besoin? Combien vous allez le payer si vous l'achetez? Voilà. Et avec ce retour, ça m'a permis de construire mon business model. Je pense que lancer un business, devenir entrepreneur, c'est énormément d'efforts, énormément d'énergie, mais ça peut marcher que si à la fin, le business marche. Et donc, il faut être sûr au début que l'offre,
elle puisse correspondre à un besoin, être bien positionnée. Elle pourra bouger, l'offre. Le prix pourra bouger, les cibles pourront bouger. Il y a plein de choses qui pourront bouger. Et on lance jamais exactement au départ le produit qui va être celui qui marche à la fin. Mais il faut être sûr qu'on va pouvoir à un moment générer de l'argent pour en vivre, pour pouvoir développer le projet, embaucher des gens et avoir une belle croissance. Lancer une idée sans être sûr que derrière, on va pouvoir le vendre et être rentable, ça a peu d'utilité, je pense. Ou alors, il faut créer peut-être une association, parce qu'il y a des idées qui sont très belles et qui peuvent être développées dans des cadres autres que l'entrepreneuriat. Très bien, on l'a compris, du coup, la recherche de rentabilité est un élément central pour conduire son aventure entrepreneuriale. Merci de l'avoir si bien expliqué avec le sourire. Alors moi, je le vois, le sourire. Vous l'entendez peut-être. En tout cas, c'était un plaisir, Emmanuel, de partager ce moment avec toi. Merci. Et longue vie d'un seul geste. Merci beaucoup, Étienne. À bientôt. À très bientôt. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.